FM 98 de la Bande FM. Bonsoir à toutes et à tous. Émission Au-delà du miroir. Ce soir, nous allons partir au-delà du miroir avec Andreas Becker, qui est né en 1962 à Hambourg, en Allemagne, qu'il vit à Paris depuis pas mal de temps. Il y travaille aussi. Après une carrière commerciale dans différents domaines, il se consacre à l'écriture et au dessin. Il a déjà publié 2 romans aux éditions de La Différence, L'Effrayable en 2012 et Nébuleuse en 2013. On l'avait accueilli sur cette antenne à l'occasion de la parution de ces 2 romans. Aujourd'hui, il nous revient avec un récit qui s'appelle Gueule. Gueule, qui est un récit composé de photos d'origine. Ces photos sont faites en 1916 et miraculeusement préservées de dessins et de textes. Je vais plutôt laisser la parole à Andreas. Donc, Andreas, merci d'être venu sur cette antenne. Merci. Une émission qui parle de gueule pour une émission Au-delà du miroir. C'est vrai que quand on regarde dans le miroir, on voit sa tête. Et pour les photos qui sont dans ce livre, tu le dis d'ailleurs, tu l'écris à un moment, il n'y avait aucun miroir dans cet hôpital où tous ces personnages que tu vas nous décrire se sont retrouvés. C'est d'ailleurs une histoire assez étonnante autour de ces miroirs, donc c'est bien de commencer par là. Quand Françoise Hoffmann, qui m'a présenté ces photos, m'a offert la possibilité d'écrire autour de ces photos, elle m'en a pas beaucoup parlé des gueules cassées, donc je connaissais pas très bien l'histoire des gueules cassées, et j'ai donc imaginé leur vécu dans un asile, dans un hôpital. Et j'ai commencé par me poser la question, qu'est-ce qui se passe quand on a la gueule cassée? Comment est-ce qu'on fait cette première approche quand on voit de nouveau sa propre gueule? Et je me suis dit, c'est impossible qu'il y ait des miroirs. Il peut pas y avoir des miroirs. La vérité d'un miroir, ça sera beaucoup trop brut, trop brutal. Donc je me suis dit, ces pauvres hommes, ils vont regarder la nuit dans les vitres. Parce que la vitre reflète aussi, mais d'une manière beaucoup moins objective, si l'objectivité existe. Et donc avec beaucoup plus de poésie, beaucoup plus de tendresse qu'un miroir. Et une fois que j'avais écrit ce texte, donc j'avais imaginé ça. Après, j'ai rencontré des gueules cassées qui m'ont raconté aussi l'histoire des gueules cassées. Et effectivement, il n'y en avait pas de miroir dans les hôpitaux pour les gueules cassées. Parce qu'il fallait les amener petit à petit à accepter de nouveau leur propre gueule. Donc c'était une invention, et parce que je m'étais glissé dans la peau d'une de ces gueules cassées et j'avais imaginé ça, et ça rejoint en fait la réalité soi-disant objective des gueules cassées. Oui, et puis si on se met à leur place, c'était quand même des jeunes donc de la guerre de 14. On reviendra sur cette guerre. Qui donc était jeune, était tout jeune, et on peut se demander qu'est-ce qui nous serait arrivé à nous si d'un seul coup, à 20 ans, même moins, on se retrouve avec parce qu'il y a des photos terribles, hein. Franchement, c'est quoi, que c'est des obus qui se prenaient, c'était des grenades, c'était des... Oui, c'était toutes sortes, oui, bien sûr. Ce qui était étonnant avec les gueules cassées, en fait, avant ce qu'on appelle la Grande Guerre, bizarrement un peu la Grande Guerre. Avant, il n'y avait pas tellement de gueules cassées parce que les gens qui se prenaient comme ça des blessures... C'était des coups de baïonnette Oui, mais surtout, on ne pouvait pas les sauver, donc ils mouraient assez rapidement. Et le progrès de la médecine a fait qu'on pouvait les sauver et qu'on s'est donc retrouvé avec ces gueules cassées. Oui, puis le progrès des armes aussi. Et le progrès des... On pourrait se demander maintenant, dans une future guerre qui s'annonce et qu'on n'espère pas, s'il y aura même encore des gueules, ça serait plutôt même une guerre où il n'y aura pas de photos à faire. Alors vas-y. Donc les photos sont horribles ou ne sont pas horribles, enfin ça sont très dures à supporter, mais il faut regarder les yeux de ces hommes-là. Quand ils sont ouverts, et tu vois quand même beaucoup d'amour, de tendresse, d'amitié dans ces regards qui sont souvent marqués par des larmes, par des expressions de détresse. Alors donc cette femme, Françoise Hoffmann, tu l'as rencontrée à Lyon. Oui, c'était une lectrice de l'Effrayable, enfin l'Effrayable. L'Effrayable. Moi je dis l'Effrayable. Bon. Et donc un jour, elle m'a
abordé dans un café, enfin, en me disant, vous êtes Andreas Becker, ce qui est toujours très agréable pour un auteur d'être reconnu comme ça dans un café. Donc, je dis, oui, effectivement. Donc, on a pris le café ensemble et on a beaucoup discuté autour de cette écriture. Et un jour, elle m'a dit, écoute, j'aimerais bien te montrer quelque chose. Donc, on a dîné ensemble et à la fin du repas, elle m'a montré les photos les originaux sont assez petits, ils font à peu près 3 sur 4, 3 cm ou 4 sur 4 comme c'était le format à l'époque. Et j'étais immédiatement saisi par la tendresse de ses regards. J'ai pas trouvé ça horrible du tout, ni dur. Donc j'ai pas beaucoup écouté ce qu'elle m'a raconté. En fait, après j'étais un peu plus attentif à l'histoire. Donc c'était son grand-père alsacien qui, en tant qu'Alsacien, a combattu côté allemand, parce qu'il était allemand pendant la Première Guerre, et qui a été blessé à mollet et qui était dans un hôpital près de Dresde. Et à Dresde, il y avait une infirmière qui a fait des photos de ses gueules cassées et qui est tombée amoureuse de ce gars français. Donc, qui lui a donné des photos à la fin de la guerre. Quand il est rentré dans son Alsace natale, il était plus allemand, il était français. Et donc, il a gardé ses photos un peu en cachette. C'était un tabou, un peu un secret de famille. C'était des gueules aussi allemandes sur les photos. Oui, c'est des gueules allemandes. Ouais, c'est des gueules allemandes. Bon, ça se voit pas beaucoup. Enfin, on fait pas tellement la différence entre une gueule cassée allemande et une gueule cassée française. Et donc, il a gardé ses photos pendant jusqu'à il y a 2-3 ans, et c'est Françoise Hoffmann qui les a récupérés et qui s'est dit, il faudrait en faire quelque chose. Comme elle avait lu l'Effrayable et elle pensait qu'avec mon style d'écriture, ça pouvait donner quelque chose, elle m'a demandé de travailler autour de ces photos. C'est comme ça que ce projet est né. Oui, puisque l'Effrayable a une similitude avec Gueule, c'est que ça parle de guerre. On est d'accord? Oui. Donc, elle s'est dit, voilà quelqu'un qui sait parler de la guerre. Une question que je t'ai posée avant l'antenne et que tu acceptes que je te pose en direct. Est-ce que c'est parce que justement tu es allemand que tu as des comptes à régler avec ce qui s'est passé dans les 2 dernières guerres, on peut dire? Alors la culpabilité, c'est je pense, un des moteurs ou peut-être le moteur de mon écriture. Donc c'est quelque chose qui est très difficile à accepter dans un premier temps. On ne peut pas se défaire de la responsabilité qu'on a en tant qu'être humain, qui a des racines. Donc on ne peut pas dire j'ai eu de la chance, je suis né après la guerre, donc ça me concerne pas. Ça c'est pas possible. C'est pas une réponse possible aux horreurs de la guerre et de la culpabilité. Après, on est aussi coupable en vivant d'une certaine manière. Donc, on ne peut pas se défausser complètement de cette culpabilité. Donc, déjà aujourd'hui, quand on n'est pas résistant, on est quand même coupable de participer à des actes de guerre. On est collabo? Oui. Ah oui. Oui, il faut pas avoir peur de ces mots-là. Oui, on est collabo, bien sûr, on est collabo. On commet des actes de guerre, de crimes dans nos nations hautement civilisées, industrialisées, qui sont absolument inacceptables. Et on ne fait pas grand-chose. On est assez par rapport à... Oui, parce que je te dis pas que tu peux être coupable parce que tu es allemand. Je pense que les Français et n'importe quel pays qui est rentré en guerre contre un autre pays peut se poser la question aussi. Donc c'est pas uniquement les Allemands. Non, c'est pas uniquement les Allemands. Il y avait dans ma génération, aujourd'hui je sais pas trop, mais il y avait dans ma génération une conscience très aiguë de la culpabilité des Allemands. Par exemple, moi j'étais objecteur de conscience, c'est complètement exclu que j'aille à l'armée. Enfin, mais dans ma classe d'âge d'hommes, il y avait au moins 50% d'objecteurs. Donc, pour nous, il était absolument inimaginable qu'on prenne encore des armes. Et je trouve que c'est d'une certaine manière une avancée aussi dans
L'histoire allemande, elle est terrible, mais finalement, on s'est dit, au moins, ça a servi à quelque chose. Au moins, on arrête à intervenir dans d'autres pays militairement. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Les soldats allemands sont de nouveau en Afghanistan, en Serbie, enfin, un peu partout, ce que je trouve absolument inacceptable. Comme quoi on peut oublier. Donc, ce qui est intéressant avec cette femme... les Français sont pas forcément mieux lotis. On est d'accord. Il y en a plein qui seraient d'accord pour y aller. Alors, ce qui est bien avec cette femme, avec Françoise Hoffmann, c'est qu'elle nous rappelle quand même, puis dans le livre, on va l'évoquer, elle nous montre quand même le visage de cette guerre de 14, qu'on a commémoré d'ailleurs l'année dernière, le 11/11/1914, c'était la commémoration, tu me le dis, le centenaire de la guerre de 14. C'était le centenaire de rien du tout. Oui, parce que le 11 novembre 1914 ne s'est rien passé de bien particulier dans la guerre. Le début de la guerre était, les historiens discutent un peu là-dessus, mais on le situe en règle générale. En août. En début août, 2 ou 3 août. Donc, si on avait voulu commémorer le début de la guerre, ce qui serait déjà très bizarre, à commémorer quand même un début de guerre, on aurait dû faire le centenaire début août 2014, ce qui n'a pas été le cas. Si on avait voulu commémorer l'armistice, le centenaire d'armistice aurait été le 11 novembre 2018. Donc, on a monté une opération de communication. À ton avis, pour quelles raisons ? Pour des raisons évidentes de propagande et de politique, ça rentrait dans le jeu politique de l'époque, du moment, par rapport au sondage, le président qui a besoin de se montrer avec d'autres chefs d'État sur les Champs-Élysées. J'ai appelé ça dans mon livre la plus loin, mémoration. Donc c'est la communication et la commémoration. Donc, quand on commémore surtout les vivants qui ont besoin de se montrer et pas les morts qui sont restés pendant la guerre, parce qu'il faut pas trop les montrer. On veut encore mener des guerres aujourd'hui. Et tu dis qu'aucun journaliste n'a relevé le fait qu'on commémorait pas la fin de la guerre, mais pratiquement le début, quoi. En tout cas, ce qu'on a commémoré, 2014, c'était le début de la guerre, c'était pas la fin. Non. Donc il y avait un supplément du Monde qui s'appelait le centenaire. Il y avait dans toutes les radios, dans tous les médias, il y avait la commémoration. Et il n'y a pas un seul journaliste qui s'est posé la question quel centenaire est-ce qu'on commémore ? Le début. Ouais, c'est triste. Est-ce qu'on peut commémorer le début d'une guerre ? La preuve qu'on l'a fait tout le 2014, y compris sur cette radio d'ailleurs. Donc ça a bien marché. Donc c'était uniquement une question de. Après avoir écrit ce livre Gueule, j'ai rencontré beaucoup de généraux, de scientifiques qui sont dans le comité de l'organisation du centenaire. Donc c'est très sérieux tout ça. Et j'ai posé la question quel était le centenaire qu'on avait fêté et tous m'ont dit c'était juste une opération de communication. Qui a bien marché. Ah oui. J'espère qu'on fêtera vraiment en 2018 la fin de cette guerre. Ça serait bien. T'as une écriture très très particulière. Est-ce que tu veux lire le début de ton livre ? Oui. Il a une écriture très très particulière, Andreas Becker. Donc c'est Georges de Blanche-Marie. Alors parle-nous de Georges voilà, parce qu'il y a tout un tas de personnages qu'on va retrouver et des fois, plusieurs fois le même nom de famille. Bien sûr, comme sur les monuments aux morts. Quand je suis arrivé en France avec mes parents, il y a bien 40 ans maintenant, j'ai toujours été frappé en tant que garçon assez jeune par les monuments aux morts. Parce que d'abord, on voit en France, aux monuments aux morts, on voit qu'il y a beaucoup plus de noms pour la Première Guerre que pour la Deuxième Guerre. Ce qui m'a toujours étonné parce qu'en Allemagne, c'est le contraire. Le mythe fondateur de la nation française moderne, c'est ce qu'on appelle la Grande Guerre, donc la première. Et le mythe fondateur de la nation allemande moderne, c'est la Deuxième Guerre, c'est la destruction massive, et surtout avec la destruction massive de juifs, d'homosexuels, communistes, de tziganes, tout.
Et donc, moi, en tant que jeune garçon, j'étais extrêmement imprégné par l'histoire de la Deuxième Guerre. Tandis qu'en France, c'est la Première Guerre qui a créé ce que j'appellerais un mythe fondateur de la nation. Et quand on regarde donc les monuments aux morts, on voit que la Première Guerre, elle a coûté parfois dans les villages 30, 40, 50 vies, tandis que la Deuxième Guerre, il y en a 2 ou 3. Et surtout, dans la Première Guerre, ce qu'on voit très souvent aux monuments aux morts, c'est que les noms de famille, les mêmes noms de famille reviennent tout le temps. Donc, j'avais toujours imaginé que c'était des frères, des cousins, le père et les fils. Donc, ça m'a toujours beaucoup travaillé. Et donc, dans ce livre, j'ai donné exprès. C'est toi qui as donné les noms, hein? C'est oui. pas des noms... Non, c'est complètement inventé, c'est de la fiction. Et la graphiste Valérie Giraud a fait un travail extraordinaire parce que sur la page 5 ou 6 du livre, elle met juste les noms les uns après les autres, comme si c'était un monument aux morts. Et effectivement, on se rend compte qu'il y a Georges de Blanche-Marie, Charles de Blanche-Marie, Michel de Blanche-Marie. Donc il y a toute une famille qui a été anéantie. Il y a Pierre Panache et son cousin Jacques Panache. Et ça vient directement des images que j'avais en tête quand j'étais jeune, quand j'étais devant ces monuments aux morts. Et donc c'est une de ces personnes qui s'appelle Georges de Blanche-Marie qui raconte un peu la vie. C'est l'ouverture du livre. À la première personne dans cet hôpital pour gueule cassée. Qui je suis été. Né censé 1er août en 1895, de noblesse corrompue, ne gardant qu'une particule value terrinaire dans un nom de petite fille. Né censé, oui, je l'étais un peu, dans le Jura, derrière la montagne mamimienne, pas loin de Neutralie, de la Cocholati dégoulinante et imprenable. Moi-même, j'ai combattu côté français, pour m'emmener un pays que je m'eus convaincu. Taratatam, le train du jamais pris, bourré comme boudin de sang noir qu'en était dedans et en chantassant, la patrie qu'elle nous envoyait au découpissement, la fleur au fusil. Question de survécutement, ils vitupérèrent les comités drapeaux et oriflammes et qu'on n'avait pas encore fait des kilos et sans les mettre en sus et tirer. Je savais toujours pas ce que cela voulait dire de leurs mots à eux. J'ai sauté sur une mine. Déto la nation et pas qu'un peu. La Salas, elle portait pas de drapeau. Elle a pas sifflé d'hymne non plus. Ça m'a arraché un triangle du front, la mine défaite en direct, ratabalatadaboum. Courant d'air en caluchant cervelas, glacial refroidissant ma pensée le peu qu'il m'en restait. Et que déjà, j'en avais pas de fluide, pas de complexe et pas de beaucoup non plus. La mimienne des pensées qu'elle s'écoulait en lentissement. L'antalerie, l'antiquité, et très en plus de tout cela, hémorragie du mimien de Jura, âpre arrachement à la syllabrie. Alors, en plus, avec ton accent, c'est déjà pas une langue facile. Alors, dans ce livre, on pense que ça se passe du côté français. Or, en vérité, ces photos viennent d'un hôpital allemand, on peut dire. Hein. C'était un hôpital oui. Où ils recousaient les personnes. Ouais. Puisqu'elle dit, la jeune femme... En vérité... Elle dit que son grand-père, Joseph Hoffmann, a eu de la chance parce qu'il avait donc des problèmes avec ses jambes. Elles ont été sauvées grâce à l'audace d'un jeune chirurgien qui, contre l'avis de ses supérieurs, n'a pas jugé bon de l'amputer. Donc c'était un hôpital où ils amputaient, où ils soignaient tous les blessés, mais c'était côté allemand. Alors tu dis en vérité, moi je tique un peu. Non mais les photos, je dis les photos de... Les photos à quel niveau des photos montrent la vérité? Les photos sont toujours une interprétation déjà de la vérité. Donc, disons que oui, ces photos ont été faites dans un hôpital allemand. Et donc, dans le livre, c'est plutôt un hôpital français. On est d'accord? Et tu as une phrase que j'arrive pas à retrouver en disant que c'est toi.
allemands finalement qui leur donnent la parole. Ah oui. C'est ça qui est amusant, c'est que. Alors donc on prend l'histoire. Donc c'est un Alsacien qui a été trimballé entre sa nationalité allemande et sa nationalité française, qui a combattu les Français, qui s'est retrouvé français, qui a une liaison sans doute amoureuse avec cette infirmière qui a fait des photos, qui était donc allemande. Ingrid, que j'ai fait alsacienne dans le livre. Ces photos sont rapatriées en France, sont finalement redécouvertes par une Française qui les donne à un Allemand qui écrit en français, enfin, et encore quel français, et qui le lit avec son accent. Oui. Donc, ça montre quand même beaucoup de... Oui, c'est ce qu'on peut appeler un progrès, mais en tout cas beaucoup de changements dans les attitudes. Donc, et quand j'avais écrit les textes dans un premier temps, je les avais présentés à Françoise, et elle m'a dit, mais non, ça va pas. Je lui ai dit, pourquoi ça va pas? Elle m'a dit, mais t'as mis des biographies françaises sur des visages allemands. Déjà, je savais pas que c'était des Allemands. Tu le savais pas, toi? Non, parce qu'elle me l'avait dit, mais je n'avais pas écouté. T'avais pas écouté, oui. Et je connaissais pas l'histoire des gueules cassées, tout ça, c'était pas mon sujet. Et je dis, mais tant mieux, ça crée une tension supplémentaire entre les photos et les textes. Et j'écris donc en allemand, parmi ces biographies, il y en a une qui est allemande. Oui, puis en plus, ce que tu fais intervenir dans ton livre, en plus, tu fais intervenir soi-disant un blessé allemand qui est soigné du côté français parce qu'on ne sait pas qu'il est allemand. Ah ouais. Et tu dis que de toute façon, quand ils s'en prennent plein la gueule, puisque c'est le titre du livre, et il n'y a pas de nationalité. Je veux dire, ils souffraient autant d'un côté que de l'autre. Alors, comment ça s'est passé? Après, j'ai pris des renseignements et j'ai eu de la chance d'être invité à un colloque de l'association des gueules cassées. Et donc j'ai appris plein de choses. Il y avait ce qu'on appelait le ramassage. Des blessés. Et des morts. Et ce qu'on appelle toujours encore aujourd'hui le ramassage. Donc ça veut dire, à un moment donné, on s'est mis d'accord d'arrêter la guerre pendant un certain temps, 1 heure ou 2 heures, pour ramasser les blessés et les morts. Et c'était surtout parce que les soldats se plaignaient que refaire la guerre dans des champs où il y avait tellement de morts blessés, c'était assez désagréable. Donc, il fallait nettoyer le champ de bataille. Donc, on a ramassé. Et dans ce ramassage, dans mon livre, j'avais imaginé que dans le ramassage, qu'il y a un Allemand, comme il parle pas, dans un premier temps, avec sa blessure, il peut pas parler, donc personne ne se rend compte que c'est un Allemand. Parce que, ça se voit pas sur la gueule. Oui. Et donc il apprend un peu le français, mais il apprend le français cassé, des gueules cassées, parce qu'il entend ça toute la journée. Et dans un premier temps, chaque fois aux commémorations aux invalides, donc ses copains, les Français, le prennent en amitié et le ramènent chaque année aux invalides pour les commémorations. Mais il n'a pas le droit de parler pour qu'on se rende pas compte que ce soit un Allemand. Jusqu'au moment où il y a l'amitié franco-allemande, et c'est là que je joue beaucoup sur la chronologie. Parce qu'à partir de ce moment-là, justement, ça devient très intéressant de présenter un Allemand qui parle un peu le français, qui était aussi une gueule cassée franco-allemande. Donc c'est la première gueule cassée qui n'a pas de nationalité comme ça, qui franchit un peu les nationalités. Bon, on a dit qu'on allait mettre du Satie, une pièce froide, un air à fuir. Voilà, toujours dans l'émission Au-delà du miroir, et nous parlons de un récit qui s'appelle Gueule, comme une gueule mais au pluriel, d'Andreas Becker, avec une postface de Françoise Hoffmann aux éditions d'en bas. C'est donc des photos qui ont été retrouvées après cette fameuse guerre de 14-18, des photos de personnes complètement défigurées. Il y en a même certaines. Alors, il y a des photos où on les voit un peu rafistolées, puis il y en a d'autres où on les voit brutes de forme. C'est-à-dire peut-être juste avant qu'ils viennent d'être. Enfin, il y a des photos horribles, quoi. On se demande comment même il y a des gens qui ont survécu à ce qui leur est arrivé.
Donc, Andreas nous a lu un passage du livre avec son accent. Déjà, alors ton écriture, elle est très particulière. C'était déjà ton écriture de nébuleuse et de l'effrayable. Là, ça passe aussi très bien parce que comme ces gens ont eu la gueule cassée, il y en a qui n'ont plus de dents, il y en a qui n'ont plus de langue. Donc, c'est très difficile pour parler. Pour faire ton livre, c'était intéressant, justement, il trouve plus leurs mots, c'est des cafouillis, c'est des... Je pense que le travail d'un écrivain doit être toujours un travail sur la langue. Enfin, ça paraît être la palissade, mais il faut quand même retravailler la langue comme un matériau de construction ou de jeu. Et pour cela, il faut déconstruire la langue qu'on utilise tous les jours. Et c'est d'ailleurs aussi un acte de résistance et d'interrogation sur le pouvoir des mots qui sont en place, que ce soit la publicité ou la propagande. Donc ça, c'est mon travail d'écrivain. Ici, ça a été relativement facile à faire parce que c'était une gueule cassée qui parle à la première personne. Et comme cette gueule cassée a la bouche détruite et à ces blessures physiques s'ajoutent les blessures psychologiques, cette personne ne peut plus parler dans un français normal, ce qui m'a permis donc de joindre, on va dire, le fond à la forme. Oui, et puis bon, ils viennent du Jura quand même, donc ils ont un accent là-bas. Ah, alors évidemment, j'ai imaginé, on n'a pas envoyé les intellectuels d'abord, hein, on a envoyé les simples, des paysans, enfin des gens simplets parfois dans un premier temps. Donc il s'exprime évidemment avec ses blessures, mais il s'exprime aussi comme quelqu'un qui est assez simplet, enfin. Il le dit d'ailleurs qu'il n'a pas trop d'éducation, et donc il essaie un peu, mais bon, il se trompe pas mal, il cite un peu des écrivains, mais il se trompe sur les noms, donc non, c'est pas un intellectuel qui s'exprime là. Et ça m'a beaucoup aidé dans mon écriture d'essayer de retrouver comme ça un peu un parler, évidemment qui n'existe pas, mais bon, un parler populaire qui montre que tout n'est pas intellectuel et que la compréhension aussi de la littérature n'est pas uniquement intellectuelle. Je vais lire celui qui s'appelle Panache. Panache, qu'il s'appelait, de naissancerie. Pierre Panache. Je l'ai apprécié bien plus tard aux cérémonies, cour des Invalides. On lisait tous nos noms, comme drôle attissement, ça nous échoppait dedans. Avec l'âge et le lieu, et les fêtes d'armes, les médailles et le rang et les honneurs, ça se passait en un tour de main. C'était tellement qu'on était décoré. C'est presque qu'on en avait honte aussi un peu d'être encore là, avec nos noms bien à nous, et nos histoires et leurs bazars, avec nos régions aussi qu'on nous affranchissait dessus. Ça faisait la farance, comme si elle aurait pu survécuter. D'autres avaient des croix en bois, toutes blanches, dans des vertes pelouses sur des kilomètres de collines. C'était pas plus mal, des fois. On les jalousait. Je me demande comment ils ont pu vivre avec... parce que, bon, il y avait aussi des gens qui avaient des jambes cassées, qu'on amputait, etc. Mais avec des faces pareilles, c'est-à-dire avec des visages pareils. Il le dit, les gens se détournaient. Alors, dans un premier temps, je pense qu'on a tous un problème avec nos gueules. Ben oui. Je pense, c'est pour ça qu'on veut voir à travers le miroir. Voilà. Donc, déjà, aujourd'hui, les images qui sont reflétées de nos fronts, de nos mines, de nos gueules, sont complètement falsifiées. Ça passe tout dans les filtres de Photoshop. Parce qu'on ne veut plus trop s'approcher comme ça de la réalité, enfin de l'autre. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de peur de s'engager dans l'image de l'autre. Donc on reste dans la distance du beau, du lisse, de la façade. Et donc pour ces hommes-là, le problème était accentué, mais c'était le même que pour nous. Donc je me suis posé effectivement la question, comment est-ce qu'on peut survivre à un tel accident?
Et je suis arrivé à la conclusion que, comme tous les jeunes, que ce soit des hommes ou des femmes, ils avaient les mêmes envies, que ce soit avec une gueule cassée ou pas. Donc les mêmes envies, c'était de l'amour, le sexe, la tendresse, l'amitié, l'alcool, les jeux, l'amusement. Je vois pas pourquoi on serait plus humain parce qu'on a la gueule cassée. Donc je les ai fait humains, tout simplement humains, avec les mêmes envies que les autres. Et je pense que c'est le premier point pour s'intégrer dans une nouvelle vie. On n'est pas quelqu'un d'autre parce qu'on a la gueule cassée. Alors, en réalité, pour les gueules cassées, évidemment, ça a été beaucoup plus difficile parce que le visage, c'est quand même ce qu'on voit en premier, oui. de quelqu'un d'autre et par lequel on rentre en contact avec l'autre. Et donc, ils avaient un gros problème de rentrer en contact avec l'autre parce que on ne sait pas trop comment les regarder, on détourne le regard et tout ça. J'en ai discuté avec un et je vais plus jamais l'oublier, avec une gueule cassée, évidemment pas de la première guerre, parce qu'il y en a plus, mais il reste quand même des gueules cassées des autres guerres. Et il m'a raconté que quand il a été à peu près rafistolé, sa mère était venue à l'hôpital et sa mère ne l'a pas reconnu. Oui, donc ça doit... Mais lui, il avait encore en mémoire, évidemment, comme son image d'avant. Donc, parce que nous, on a aussi l'idée de notre visage qui ne correspond pas à ce que l'autre voit. Tout à fait. Donc ça, c'est un vaste sujet psychanalytique. Déjà qu'on se voit dans la glace à l'envers de ce qu'on est vraiment. Donc, absolument. Donc on est complètement à côté de la réalité, si jamais il y a réalité. Et pour ces gueules cassées, en fait, la dissonance, elle est plus accentuée, mais elle est la même. Donc il y avait une autre gueule cassée, j'ai appris des histoires absolument invraisemblable, qui a été embauché comme gardien de square. Comme ça, il n'y avait pas d'enfants qui jouaient dans le square. Ouais, donc, c'est ce que tu écris dans ton livre. Là. Tu dis, c'est Blanche-Marie qui parle. Il dit, moi, Georges de Blanche-Marie, que j'avais été, moi aussi, je devenais honorable avec l'âge. Donc, quand ils allaient aux Invalides, il dit, on mettait des costumes, des cravates, c'était le protocole qui nous fournissait. Les cheveux gris, ça passait bien. On oubliait qu'on avait été jeunes, nous aussi, et pas qu'un peu. Après, on voulait plus trop de gros plans. C'était à cause des enfants devant la télé qu'on nous disait. C'était plus comment correct de polytylique en menterie. Et puis, il fallait mettre les pansements, juste entrevoir ce qu'il y avait en dessous, pour pas faire peur de trop. Les blessures, ça se montrait que comme souvenancement héroïque. C'était à l'époque où on refaisait des guerres sur d'autres continents. Fallait pas les décourager, les jeunes. D'une certaine manière, ça se comprenait. Et puis tu rajoutes un peu plus loin que les pires, c'était les années rondes. On était à fond dans la com et la mémoration aussi. Les défilés comme en cirque, c'était à n'en plus finir. Surtout les 14. On finissait par devenir centenaires à force, momifiés qu'on nous avait fait devant la flamme éternelle. Il n'y en avait plus qu'un d'entre nous qu'on avait commémoré à mort. Ça tenait à peine debout. Sur la fin, on était tous en fauteuil, émouvant plus encore jusqu'aux larmes. Après, on a pris du champagne. Veux-tu, en voilà. C'était ça au moins de gagner. On revivifiait pas mal entre nous. Et tu parles des hôtesses. Les hôtesses nous suivaient du regard qu'elles étaient payées. Sinon, ça s'esquivait assez rapidement. Les caméras éteintes. Nous toucher, c'était pas donné à grand monde. Les nouvelles hôtesses, ça se reconnaissait en néophylites. Ça baissait les yeux encore devant nos déformations. Parfois, on faisait exprès en tirant des grimaces, en horribleries, nos traits dégueulés. Les jeunes filles qu'elles avaient presque comme vomissements, mais en cachotterie. Ouais, c'est-à-dire que après, ça faisait pas trop bien de montrer les gueules cassées parce qu'on préparait d'autres guerres, donc fallait pas affoler les jeunes. Alors, l'histoire des gueules cassées, elle est tout à fait intéressante à ce niveau-là, parce que quand on a signé le traité de Versailles en 1918, je vais pas t'aider là-dessus, je suis nulle. Ouais. Clémenceau avait décidé de placer 5 gueules cassées en tête de gondole, et les généraux allemands qui sont entrés dans la galerie de glace pour signer le traité étaient obligés de passer devant les gueules cassées.
Il n'a pas mis des amputés ou d'autres blessés de guerre, il a mis des gueules cassées. Donc, il voulait évidemment montrer aux Allemands, en fait, les dégâts qu'ils avaient provoqués auprès de la jeunesse française. Ce qui était tout à fait compréhensible, en même temps un peu... peu ridicule, parce que je pense que la France a fait la même chose. Parce que de l'autre côté, on avait provoqué évidemment les mêmes dégâts de l'autre côté. Bon, mais comme les Français étaient des vainqueurs, donc mais bon, les gueules cassées étaient donc exhibées comme ça. Et pendant longtemps aussi, le 14 juillet, quand il y avait le défilé sur les Champs-Élysées, on mettait en avant les blessés de la guerre. Alors après, j'ai vu des photos. Dans les années 50, on recevait aussi des gueules cassées à l'Élysée. Bon, c'était quand même c'est une association assez importante. Mais là, on cachait déjà les blessures. Il y avait même des billets de loterie. Bah, alors, donc ça c'est très bien aussi, ça c'est très intéressant aussi, parce que les gueules cassées n'étaient pas reconnus handicapés après la Première Guerre. Parce qu'on disait que c'est des fils de paysans, essentiellement. Ils ont qu'à travailler la terre. Et pas traire la vache ou travailler la terre, la gueule, la vache, elle s'en fiche complètement. Donc on peut très bien traire une vache avec... donc on peut pas faire de politique, par contre. Non, on peut pas faire la politique. Mais bon, c'était... donc on les renvoyait dans les champs, dans les fermes. Tandis que quand on n'avait plus de bras ou plus de jambes, c'était plus difficile, donc c'était reconnu handicapé, mais les gueules cassées n'étaient pas reconnus handicapés. Et on parlait même pas de blessures psychologiques, évidemment, donc ça a mis encore beaucoup de temps pour accepter la blessure psychologique des soldats. Et donc on les a renvoyés. Mais il y avait quand même une certaine solidarité qui s'est installée entre les gueules cassées, parce qu'on s'est vite rendu compte que même pour traire des vaches avec une gueule cassée, c'était difficile, parce que pour trouver une femme dans le village, c'était pratiquement impossible. Il y avait des enfants qui leur couraient après, etc. Donc il s'est quand même installé une solidarité entre les gueules cassées, mais comme ils n'étaient pas reconnus handicapés, ils n'avaient pas un sou. Alors ils sont mis à la recherche d'argent, une solution. Et qu'ils ont trouvé en Allemagne. C'est assez curieux, parce qu'en Allemagne, il y avait une loterie nationale. Alors les gueules cassées françaises se sont dit, bon, s'il y a une loterie nationale en Allemagne, on peut faire la même chose en France. Donc c'est eux qui ont créé la loterie nationale. Pendant longtemps... La loterie nationale des gueules cassées. En fait, c'était pas la loterie nationale, c'était la loterie des gueules cassées. D'accord. Il n'y avait pas de loterie nationale en France à l'époque? Non. Donc l'État... C'est eux qui ont créé la loterie. Eh ben, dites donc. Et pendant des années, des décennies, on voyait des gueules cassées dans la rue. Parce qu'ils vendaient des billets sur les trottoirs, des billets de loterie. Ouais. Et sur leur petit chariot était écrit Loterie nationale et gueules cassées. Ça a duré jusqu'au Premier ministre Chirac. Donc, parce que moi, je me rappelle quand j'étais petite, je les voyais. Enfin, j'en ai vu quelques-uns. Alors, à un moment donné, l'État s'est dit, bon, il y a quand même de l'argent à récupérer. Donc, on a nationalisé la loterie. Et puis, il n'y a plus de gueules cassées. Et c'est devenu, comment ça s'appelle aujourd'hui? La Française des Jeux. La Française des Jeux, oui. La Française des Jeux. Et l'association des gueules cassées a gardé 10% des actions de la Française des Jeux. Ah, quand même. C'est ce qui fait que c'est l'association la plus riche de France. D'accord. Les anciens combattants, par exemple, ils ont que 5% de la loterie nationale. Donc on peut avoir la gueule cassée, mais avoir l'esprit alerte, même s'il paraît assez lent dans leur cerveau, ils se sont quand même bien débrouillés. Non, ils sont bien débrouillés. Bon, l'État aussi, il a 90% de la Française des Jeux quand même. Hein. C'était une question de gros sous. Hein. Ouais, ils auraient pu négocier. Donc ils ont récupéré cet argent et ils ont fait beaucoup d'œuvres caritatives avec cet argent. Donc, ils ont beaucoup soutenu, par exemple, la médecine pour la recherche, pour la chirurgie, qui est vraiment très, très impressionnant ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tu dis que ils n'ont pas de pension de handicap avec une gueule cassée, et surtout quand ils étaient démolis, que la tête était démolie, on leur a fistolé, on les remettait au front directement. Hein. Ah bah oui, parce qu'on pouvait très bien combattre avec une gueule cassée. Enfin, voilà, il fallait avoir des jambes et des mains. Hein. Ouais. Donc il repartait. C'est dans ton livre. Il y en a un qui avait un côté qui était démoli. Il est revenu. Il avait le deuxième côté de démoli. Ouais. Et la 13e fois, quand il est revenu, il est mort sur la table, quoi. Ouais. Mais et après on les a. Donc ça c'était dans un premier temps, on les a même exhibés. Après on a un peu arrêté à les montrer. Et de nos jours, on les montre plus. Mais non. Et ça, c'est évident, c'est à des fins de propagande pour faire des guerres aujourd'hui. Ben oui, puisque ce sont des guerres propres qu'on fait maintenant. Bah oui. Non, on appelle ça même plus des guerres, c'est des opérations externes, les OPEX.
C'est des OPEX. C'est les OPEX, oui. Avec des chars, avec des frappes chirurgicales. Donc on parle plus de guerre. Donc ça veut dire que les soldats aujourd'hui sont dans des centres informatique devant leur ordinateur parce qu'ils suivent ce qu'on appelle ce qu'on prend pour des terroristes. Ils les suivent avec leurs données de téléphone portable et quand ils pensent les avoir localisés, ils envoient des drones. Ces drones sont stationnés sur les bâtiments de guerre qui se trouvent dans les mers, mais les soldats sont stationnés en Allemagne à Ramstein. Donc ils sont devant leur ordinateur, ils appuient sur un bouton, ils envoient le drone pour tuer la population civile qui se trouve à côté. Évidemment, tous ceux qui sont à côté du téléphone portable. Il faut mieux être soldat derrière un ordinateur. Et là, on crée évidemment des gueules cassées sur place. Donc il y en a plein, des gueules cassées dans le monde. Quand en Afrique, en Syrie, avec des guerres. Mais ce ne sont pas des soldats. C'est des civils. C'est des civils, c'est des soldats. Enfin, c'est des victimes de la guerre, de toutes sortes. Mais il y a beaucoup de civils qui ont. Mais là, on n'en parle plus. Donc là, maintenant, aujourd'hui, on n'a plus de gueules cassées, enfin très peu, parce que nous, on fait la guerre propre. Donc, on peut plus les montrer. Donc, c'est ça aussi qui est choquant dans mon livre, parce que c'est un livre assez militant. Et à ce moment-là, j'aimerais bien aussi un peu souligner le travail de l'éditeur, les éditions d'en bas en Suisse, à Lausanne, avec Jean Richard, et le lectorat de Pascal Cotin, qui a corrigé ce texte qui est difficile à corriger, bien sûr, à relire, et aussi la graphiste Valérie Giraud, qui a donc fait un travail absolument remarquable autour des dessins et des photos, pour faire un livre aussi engagé qui prend position contre les guerres, ce qu'on appelle les guerres d'aujourd'hui. Donc à la page 11, tu racontes, c'était au mortier qu'ils l'ont ouvert aux quatre coins. Tatabam, lance-flamme, jaillissement nocturne, on l'a retrouvé à l'odeur, ça te dégoudronne en 3 fois pas rien. Paraît que ça pue, qu'on s'est dit, on l'a reniflé. Enterré qu'il était à moitié, l'autre moitié se mélangeait à la terre humide. On puait tous de la gueule. L'Ingrid, que parfois elle avait comme un hoquet de putrification avec ça. Ouais, donc il y en a qui se retrouvaient enterrés pendant 2-3 jours avec des vers qui commençaient à grouiller dans leur bouche ou ailleurs. Tu veux retrouver le passage? C'est très dur à lire parce que ce sont des mots... J'aimerais bien souligner... aussi la tendresse Oui, il y a beaucoup de tendresse aussi dans cette histoire. J'ai envie de lire une petite partie d'amour entre ces hommes. Je te laisse chercher, je fais juste la pause, d'accord? Oui. Voilà, tu nous as choisi Satie parce que c'est à peu près l'époque, 1915, quelque chose comme ça. Tu pourrais laisser un peu de Satie derrière la lecture. Tu veux que je te le laisse derrière? Ouais, parce que là, je vais lire un texte qui pourrait bien Jean, petit Jean, m'amour. Fou en arrivant, Jean, petit Jean, mon petit Jean, je te bercerai, et tu m'as trahi, et je te bercerai, et tu m'as trahi. Je n'ai jamais voulu te revoir, ton image s'est gardée en moi, malgré moi, à cause de toi, Jean, petit Jean. La nuit, je te prenassais dans mes bras, quand tu cauchemardesquais. Je te caressais le dos et le bas, et tu m'embrassais, petit Jean, mon petit Jean. On n'avait que nous. Tu avais les yeux fermés sur moi. La mine t'avait fait un visage d'amour. Nous nous tendrassions par moments. Là où la peau permettait encore le toucher par endroits, là où les nerfs n'étaient pas encore à vif, par instants, on se connaissait à tous les deux ces endroits secrets, par où nous vivions encore un peu, petit Jean du four,
Nous étions l'un pour l'autre la seule raison de ne pas se consumer sous les flammes des douleurs. Parfois qu'on avait même eu comme une impression qu'on se serait dit des mots, des vrais, ceux qu'on prononce pas ou alors que dans des racas et des mots que les autres ne devraient pas entendre. Oui, alors en plus, il lui a amené une bouteille il lui a amené une bouteille de, je ne sais plus, de whisky qui cachait sous son lit. Ah oui. Et son petit Jean, Il l'a trahi. Il l'a trahi. Donc nous sommes toujours avec Andreas Becker dans son livre, donc plein de personnages comme ça, des jeunes. Il y en a un qui s'appelle l'enfant aussi, parce qu'il n'a pas encore de rides sur le front, il est vraiment tout jeune. Donc les photos qui ont été mises par Albert l'enfant par exemple, tu as travaillé d'après la photo, tu lui as donné un nom ou... Ça s'est fait d'une manière assez spontanée, en fait, je dirais presque assez naturelle. Je me suis un peu surpris dans cette écriture. C'était pas du tout prévu. J'ai travaillé sur un roman, sur un nouveau roman, et j'avais ces photos dans mon ordinateur. Et je me suis pas posé beaucoup de questions. Un jour, j'ai commencé à écrire, et ça s'est écrit presque tout seul. Après, évidemment, on réfléchit un peu d'où ça vient. J'étais donc objecteur de conscience et j'ai travaillé pendant 2 ans dans un foyer pour handicapés. C'était assez long, mais c'était la guerre froide à l'époque et en plus on collait 6 mois de punition aux objecteurs. Donc il fallait. En France, il n'y a plus d'objecteurs de conscience depuis, je ne sais plus, depuis qu'ils ont arrêté le service militaire. Maintenant, il n'y a plus de service militaire. Comme donc ça, c'est. Je pense en Allemagne, c'est pareil. Ce qui est presque un peu dommage parce que ce travail social apporte beaucoup. Je pense à la jeunesse. Enfin, moi, ça m'a apporté énormément de choses. Et donc, j'ai travaillé dans un foyer pour handicapés qui étaient atteints de sclérose en plaques. Et à l'époque, la sclérose en plaques, ça voulait pratiquement dire condamnation à mort sous très peu. Et donc, tous ces gens avec lesquels j'étais très ami, très lié, savaient qu'ils allaient mourir très rapidement. Ce qui est juste, on va dire, une nuance par rapport à nous, parce que nous aussi, on sait qu'on va mourir. Mais comme ça prendra, si tout va bien, encore un peu plus longtemps. Oui, quoi qu'on en sait rien. On n'y pense pas trop. Et donc, pour eux, c'était... Pour eux, le temps est compté. Voilà, le temps était compté. Notre temps aussi a compté. Mais on se berce un peu dans l'illusion que le temps n'était pas compté. Donc j'ai été confronté très jeune à cette question du temps qui est compté. Et en plus, c'était un foyer qui était assez novateur en Allemagne parce que c'était les couples étaient autorisés à vivre ensemble dans des chambres donc mixtes. Enfin, je sais pas s'il y avait des couples homosexuels, donc je me souviens plus. Donc on va dire des chambres mixtes. Et ça, c'était extrêmement novateur et ça apportait énormément d'amour et de tendresse à ces gens-là qui avaient tellement de peine, tellement de douleur et qui restent tellement dignes dans la douleur. Et ça nous apprend une chose, l'amour, la tendresse, l'amitié, l'humanité, la vie ne se niche pas dans les façades lisses de la publicité. Rien ne se niche dans les façades lisses de la publicité. Toutes ces choses-là qui font l'humanité se nichent dans les plis, dans les blessures, dans les failles, dans les laideurs, dans les gueules cassées. C'est là qu'on retrouve réellement l'amitié. C'est pas pas dans ce qui se veut, dans ce monde qui se veut beau et parfait, et qui ne l'est pas du tout. Donc, et immortel. Et rien n'accroche dans ces façades lisses du politiquement correct qui est tellement ridicule. Quand on voit des slogans politiques,
on peut plus prendre ça au sérieux. Et mon écriture qui déconstruit les mots est aussi là pour interroger justement la puissance des mots quand on voit des conneries comme, excusez-moi le mot, mais bon, quand on voit ces slogans politiques qui veulent strictement rien dire, que c'est ça le Yes Weekend, qui est calqué tellement sur la publicité de Nike, Just Do It. Tu voulais parler des podcasts aussi. Faut trouver un mot pour changer le mot podcast. J'ai jamais compris ce que c'est des podcasts, podcaster quelque chose. Ou pareil, le changement c'est maintenant, enfin c'est tellement ridicule. Et donc il faut absolument interroger ces mots et se dire c'est pas les photos lisses des magazines de beauté qui nous montrent la vie, la vraie. C'est dans les blessures, c'est dans le fait qu'on se pose la question, mais tout ça va finir un jour, bientôt. Qu'est-ce qui va se passer après? Quel est le sens dans cette présence? Est-ce qu'on a plusieurs présences ou une seule? Je n'en sais rien. Mais bon, partant du principe qu'on n'en a qu'une, mais qu'est-ce qu'on en fait? On va passer sa vie à faire semblant, à vouloir ressembler, à courir après le dieu argent qui n'a strictement aucun sens, qui est complètement vide de sens. Oui, et puis après des photos de mode et de ressembler à des caricatures de mode, alors qu'on sait que c'est du Photoshop. C'est du Photoshop et le modèle n'a plus aucune importance. Là derrière, on peut aujourd'hui prendre n'importe quelle fille ou n'importe quel garçon et on en fait soi-disant des dieux de beauté. Donc il n'y a pas d'humain là-dedans. C'est complètement ridicule. Ça pourrait être des images de synthèse aujourd'hui. Donc c'est pas là l'humanité. Et les gueules, bien sûr, et comme je l'ai décrit, ça peut faire peur. Mais bon, parfois il vaut mieux avoir peur que ne rien sentir du tout. En ce qui concerne Albert l'enfant, tu écris c'est ici l'indisible, cet enfant Albert, c'est ici jeune, c'est impardonnable, c'est là qu'on navissait comprimité dans notre asile hospitalitrique, que la farance, la granation, qu'elle nous jetait en pâturage, fromage, nous les deux mamelles, en veux-tu, en voilà deux, en fanfare. C'était un très jeune, hein, Mais ça, c'est un peu les débuts de ce texte, Antonin Artaud. C'était l'indisible, c'est une citation pratiquement d'Antonin Artaud. Et les deux mamelles de la France, c'est le pâturage et le... Labourage. Labourage, qui a dit ça, c'est un président qui a dit ça, le pâturage et ce sont les deux mamelles de la France, je sais plus qui a dit ça. Donc j'ai mis en contradiction, on va dire, l'approche d'Antonin Artaud, qui parle aussi d'une novlangue, de la nécessité d'incompréhension de la langue, qui est extrêmement important parce que quand on pense pouvoir comprendre intellectuellement, à mon avis, on ne saisit pas grand-chose de la langue. Et Antonin Artaud a dit toute langue doit être incompréhensible. Et donc j'ai mis ça en contradiction ou en contraste avec cette phrase complètement idiote du président, je ne sais plus lequel c'était. C'est Coty qui dit ça. Oui, ça ressemble à du Coty. J'en sais rien, qui dit donc le pâturage et le machin sont des deux mamelles de la France. On peut chercher, tu me diras. Hein. Ça doit se trouver. Donc voilà, tu sais bien que tu nous donnes les clés des fois. Mais il y en a plein de clés comme ça dans ce que ça a l'air quand j'écris comme ça en direct, ça a l'air très improvisé. Mais on pourrait parler d'art brut, que je cite aussi dans le livre, je suis toujours très, très attaché, très impressionné par l'art brut. Il y a par exemple Vincent Capt, qui est un chercheur de linguistique à Lausanne, qui a écrit un livre sur un écrivain d'art brut qui s'appelle Samuel Debert. Et ce livre s'appelle Écrivainer. Et je lui ai toujours dit, grâce à toi, j'ai compris ce que je suis pas un écrivain, je suis un écrivaineur. Et l'écrivaineur, il travaille la langue comme un matériau. Et pas comme la langue qu'on utilise
comme ça, sans trop réfléchir. Alors, labourage et pâturage, c'est pas du tout Coty. Non, alors C'est c'était qui? Sully. Ah ben voilà. C'est pas la Non, même mais époque. non, c'est pas la même époque. Et donc, par rapport à l'art brut, moi, je fais pas de l'art brut parce que je suis assez conscient, évidemment, de ce que je fais. Et donc, il y a plein d'allusions comme ça Des gueules cassées dans qui le deviennent texte. de l'art brut. C'est-à-dire que là, C'est à la fin, lui, il dit, moi, je suis en moi-même un monument d'art brut. Parce que lui, c'est un garçon qui réfléchit pas, mais contrairement à lui, je suis quand même conscient de ce que je fais. Donc, je ne fais pas de l'art brut. Mais je suis évidemment pas loin. Mais je suis pas non plus loin du dadaïsme ou du surréalisme. quand tu parles de tes dessins ou quand tu parles de ton écriture? Mais dans l'écriture, ça existe aussi, l'écriture d'art L'art brut. Qui est-ce qui Il n'y a pas écrit que les, mais juste, donc il y a des, moi je connais essentiellement Samuel Deiber, ses lettres, qui invente donc des mots? des mots effrayés dantesques. Donc c'est pas loin de l'effrayable. Mais à l'époque, je connaissais pas. Sinon, évidemment, l'art brut est plus connu pour les dessins d'art brut. Ou les sculptures ou les... Et donc, moi, je fais des dessins sans trop savoir dessiner. Là, c'est-à-dire que tu as repris les photos et tu as fait des dessins. Dans le livre, il y a aussi tes dessins Oui. qui reprennent les photos. Il y a une articulation de texte et de dessin et de photos. Il y a aussi Jean Petit Jean, donc c'est ce que tu as raconté tout à l'heure. C'est de lui que tu parlais. Donc, on va pas en reparler, puisque... moi, je suis quand même étonnée, parce que quand on regarde leur visage, on voit quand même qu'ils étaient jeunes. Vraiment, même s'ils sont balafrés de partout, qu'ils ont la tête éclatée, on voit vraiment qu'ils sont jeunes. Ce qu'on oublie un peu aujourd'hui, je pense que dans les commémorations, on montre des hommes on montre des vieux. On montre des vieux. Oui, ceux qui s'en sont sortis, mais ils étaient jeunes à l'époque. Oui, tu avais cité tout à l'heure un passage de mon texte justement par rapport à ça. Aujourd'hui, on a ses grands-pères, ses pépés. Et s'ils sont en fauteuil, c'est encore mieux, ça. Et à l'époque, c'était des jeunes, bien sûr. Ouais. Alors, il y a ce passage coordinistier qu'il avait été, notre rafistoleur au début, qu'il y croyait un peu à la patrioterie, en sifflotant l'hymne, parfois même. Il nous tenait les tétements en nous rafistolant, comme une mauvaise chaussure. On lavait la gueule, c'était un peu du pareil au même qu'il prétexordait. Donc ça, c'était un ancien cordonnier, c'est ça, oui. Qui se retrouvait à recoudre... Qui se retrouve médecin. Donc, parce qu'il sait travailler le cuir. Voilà. Il y a un livre, donc le titre m'a échappé, mais il y avait une gueule cassée qui était un peu célèbre. C'était pas dans la Première Guerre, mais même une guerre avant. C'était quelqu'un qui portait un masque de cuir sur le visage le restant de sa vie, parce qu'il voulait plus montrer sa vie. Donc j'avais imaginé que le médecin, il refait des visages comme des chaussures, enfin, jusqu'au jour où il a son propre fils devant lui. Oui, là, c'est-à-dire il doit réparer son propre fils. Voilà. Et ça revient, ça fait allusion à une histoire qu'on m'a racontée. Alors, quand les parents venaient dans l'asile pour voir leurs enfants, leurs fils, on leur montrait d'abord d'autres gueules cassées. Enfin, il y avait une suite, en fait, comme ça, un parcours de plusieurs salles. Faut qu'ils s'habituent. Ouais. Et on commençait par les gueules cassées qui n'étaient pas trop amochées. Ensuite, on allait vraiment dans le plus fort des blessures, mais on montrait pas des membres de leur propre famille. Et dans la troisième salle, ensuite, ils rencontraient leur fils. Comme ça, ils étaient déjà un peu habitués. Parce que ça fait quand même une différence de voir une gueule cassée ou une gueule cassée qui est son propre fils. Et donc, j'ai transposé ça un peu dans le médecin. Mais ça prouve quand même qu'ils avaient une conscience de la psychologie des gens. Bien sûr, il y avait déjà le début de la psychologie, enfin, comme ça. Avec Freud, etc. Ouais. Ça commençait tout juste, mais bon, on s'est vite rendu compte qu'il y avait effectivement ce décalage. Et un point sur lequel j'ai pas beaucoup travaillé, mais je vais peut-être le faire un peu plus tard dans un autre livre, parce qu'il y avait aussi les gueules cassées féminines. Donc c'est relativement rare.
Sur la guerre de 14. Alors, il y avait Les infirmières, non? les infirmières qui ramassaient Les les brancardières. corps. Il y en avait très peu. Dans d'autres guerres, il y en avait très peu, mais ça existe. Et il paraît que c'est tellement tabou que même aujourd'hui, on n'en parle pas. Mhm. Parce qu'apparemment, C'est encore plus dur pour le les femmes. visage, il paraît, enfin, j'ai pas encore travaillé sur le sujet, mais j'ai eu quelques informations là-dessus. Et il faut pas non plus tomber dans un excès d'images comme ça, les femmes, les hommes et tout. Mais il paraît que c'est encore tellement tabou que même aujourd'hui, quand il y a un soldat ou un pompier féminin blessé de la face, on en parle encore beaucoup moins que pour les hommes. Donc c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, le rôle des femmes dans les gueules cassées. Il y a le fait d'être défiguré, hein, c'est-à-dire de ne plus avoir de figure. Oui, mais C'est bon, ça, d'être défiguré. en quoi ça serait plus important pour les femmes que pour les hommes? C'est que la femme, elle est censée vraiment être belle et qu'elle a plus d'image si elle a plus sa figure. Oui, mais les hommes aujourd'hui, ils passent autant de temps que maintenant, enfin bon. Que les filles à se maquiller, à se machiner. Peut-être pas quand même. J'en sais rien. Bon. Donc, sans vouloir tomber dans un jeu de rôle classique, hommes et femmes, je m'intéresse beaucoup à ce sujet. La gueule cassée de femmes. Ouais. Alors, on est toujours avec notre cordonnier devenu chirurgien. Donc après, il est devenu acharniste. En attendant qu'il s'y connaissait comme un pro, un dur à cuire, les allers-retours, ça te forme un homme sous la terre, entre les lignes. On l'a encore revu une fois aux Invalides. Mais André, qu'il n'était pas venu pour les médailles. Il y avait le fusil contre l'épaule. Il s'est avancé tout droit vers le grand de la présidencerie et il a pointé le fusil. Les gardes l'ont maîtrisé en rien de 2-3 tours. André par terre déjà, la face contre terre déjà, la gueule enfoncée déjà. Il avait beau crier son grade, ses décorations, son honneur, ça lui payait pas. On l'a bien amoché direct et puis, plus encore, dans les catacombes, on lui a bien arraché la gueule à André. Donc il était devenu acharniste. J'aime bien parce que des fois ça donne des mots. On a compris ce que ça veut dire. Mais ton écriture finalement de temps en temps ça donne des mots qui il suffit de... Et ça fait rire. Adam, oui, bien sûr, l'acharniste, j'ai beaucoup aimé aussi. Donc ça vient comme ça spontanément dans l'écriture. Je me suis beaucoup posé la question. Je connais quand même beaucoup de gueules cassées. Je connais assez bien l'association des gueules cassées. Je connais les anciens combattants. J'ai été invité à dîner avec eux, à participer à des colloques. Il y a beaucoup d'officiers et même de généraux qui ont créé l'association des gueules cassées. C'est pas des soldats de base qui sont engagés là-dedans. Mais il faut du pouvoir pour pouvoir faire les choses. Alors le pouvoir appelle le pouvoir. Curieusement, normalement, quand on a gueule cassée, on devrait être contre la guerre. Non, mais ils sont pour. Or, les gueules cassées sont très fiers de ce qu'ils ont fait. C'est comme l'association des veuves de guerre, elles n'ont pas du tout intérêt que les guerres s'arrêtent, sinon leur association, elle meurt. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Normalement, quand on a dans sa famille des gueules cassées, quand on est soi-même gueule cassée, on devrait normalement. Dans mon esprit, on devrait se dire, on va lutter pour que ça n'arrive plus. Mais c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Donc, les gueules cassées, l'association des gueules cassées est extrêmement fière de ça. Mais s'il n'y a plus de gueules cassées, il n'y a plus d'association. Au bout d'un certain temps, il meurt, il n'y a plus d'association. Alors, j'ai donc constaté que la plupart des... Donc, le jackpot des 10% de la loterie, ça va où? Oui, c'est une question d'argent, oui. Donc, j'ai imaginé que au moins un de ces soldats, au moins une des gueules cassées, devient donc résistant. Donc, il devient l'acharniste. Il retourne son fusil sur le président. Il prend son fusil et au lieu de, quand il va à la commémoration aux Invalides, il tente de flinguer le président. Et évidemment, l'État ne peut absolument pas accepter. Ah bah oui. Évidemment, il n'y arrive pas. L'État ne peut absolument pas accepter. Donc, c'est encore une question de pouvoir. Donc, il est tabassé. Et on lui écrase sa gueule. Encore une fois. Donc, aujourd'hui, l'État ne fait rien d'autre que
qui a encore écrasé les opposants et les résistants. Voilà. Attention, une dernière satie. J'avais encore un dernier sens. Au musée que j'allais, avec mes plaies, à force de saigner, je devenais de l'art brut. On était beau de nous voir, formes indistinctes, mots sans sens, neuf langues. Qu'on était désordonnés et de plus en plus on était le 21e des siècleries à nous tout seuls, moi, Georges de Blanche-Marie de Jura, le gars qui ne parlait pas comme un quoi correct, et moi non plus, que moi aussi, avec grand frérot à la mairie et les médailles sur la poitrine, et les copains aux invalides, enfin, avec tout ce baratin, que moi aussi minable que je fus été, que moi aussi, qu'on pouvait m'exhiber. En attraction et en fierté de l'être, jusqu'à New York, j'avais poussé. La gueule cassée, je l'ai porté comme sur un restant de jambes, ça faisait comme un nez, un regard, une bouche, carcasse éventrée, langue défigurée, balbutage affalabulé, explosaté, déminé, mots effrontés, sang coagulé, salive assourvie, tout y était, inscrit dans ma chair. Ah, même sous le beau, poterie la mimienne, tout un vécu y était, comme sur les photomatographes qu'elle m'avait offertes l'Ingrid, en signe d'amour, s'était gravé plus que dans les marbres des monuments. À moi-même, j'étais monument. Moi, Georges de Blanche-Marie, mal né censé, j'ai voulu aller au Far West. J'ai fini devant la statue de la liberté, les yeux tournés vers l'eau. La terre, je supportais plus. Les pâturages, les fromages, les barbelés, les vaches, les tranchées, c'était fini. Mon eau à moi me malmenait à la mer. La Farence, elle était plus pour moi. Moi, j'étais côté bateau maintenant. Ceux qui vont au large. Voilà, c'était la sarabande numéro 3 d'Éric Satie, toujours avec Andreas Becker pour son livre Gueule, au pluriel, aux éditions d'en bas. Arstimis qu'on nous dégueule, Arstimis qu'on nous crie dessus, Arstimis que tout un paysage se recroqueville autour, mais qu'il faut encore tirer, qu'on demande. Pas trop quand même, qu'on nous dit. Fallait attendre 11 heures en se tenant quoi ? Et donc, il y en a un qui meurt pratiquement à 30 secondes avant, 15 secondes avant la fin de... Ouais. Enfin, qu'est-ce qu'il voulait ? Il y a ce fameux Papouchka qu'il avait couru vers les en face, les embarrassadants, la guerre qu'elle était finie, la boucherie arrachée, enfin qu'on pouvait, c'est là qu'ils avaient pris peur, les en face. Il leur restait une grenade, et Papouchka, qu'il court vers eux, voilà, et 30 secondes avant la fin, finalement il se la prend, mais ce sera pas quand même le dernier mort de la guerre, puisqu'il y a, comme tu le dis, un Manéricain à 5 secondes près qui passe devant lui et qui a eu son monument comme étant le dernier mort de cette guerre. Et le monument du dernier mort de la guerre de 14, ça existe. Ah bon, c'est une histoire vraie. Oui, c'est une histoire vraie. Donc c'était un Américain d'origine allemande. Un Manéricain, comme tu dis. Un Manéricain d'origine allemande qui a donc combattu côté français, mais qui parlait très peu le français, qui parlait essentiellement évidemment anglais et l'allemand.
Et donc, l'armistice a été décidé le 10 novembre dans la soirée, mais le temps d'arriver, de faire parvenir cette information à toutes les troupes, on s'était mis d'accord le 11 novembre à midi. Comme ça, on pouvait se dire, il va quand même envoyer des messagers partout. Comme ça, on est d'accord, demain matin à midi, on arrête la guerre. Donc, il y avait encore la guerre jusqu'à midi du 11 novembre. Bon. Le 30 secondes avant midi, ce soldat américain d'origine allemande s'avance vers les lignes allemandes, sans doute pour saluer les soldats allemands. Mais les soldats allemands, ils savaient qu'il y avait encore 30 secondes de guerre. Donc, en 30 secondes de guerre, on pouvait encore tuer. Donc, ils ne savaient pas si le gars, il avait une grenade à la main ou pas. Donc, côté allemand, et ça montre évidemment toute la perversité de cette guerre, côté allemand, on compte. Les merdes, encore 25 secondes. Encore 20 secondes de guerre. Encore 15 secondes de guerre. Et là, l'officier, il décide de l'abattre. Il dit, le risque, il est trop grand. Il peut encore nous tuer, on a encore pour 15 secondes de guerre. Donc, il l'abattent. Et cet Américain-là, il a un monument qu'on peut visiter dans le Nord parce que il était déclaré officiellement le dernier mort de la guerre de 14. Et comme les héros, enfin, tant qu'il est devenu héros en tant que dernier mort, et comme je suis un peu fâché avec les héros, j'ai imaginé l'histoire d'avant-dernier mort, qui lui, évidemment, il n'a pas de monument parce que c'est l'avant-dernier. L'avant-dernier, c'est comme deuxième, ça compte pour rien. À la fin du livre, tu parles donc toujours de Georges de Blanche-Marie. Je suis été Georges de Blanche-Marie, né censé, oui, un peu, dans les années octosanguinitaires, un peu comment en générationnement foutu, qu'on se demande encore un petit peu, que je veux dire pourquoi, tant de travail dans le corps des femmes pour nous faire chair à canon. Oui, ça reprend Picasso qui fait... Guernica. Non, qui a fait un tableau dont je me souviens très vaguement où on voit des armes dans le ventre des femmes. Et il y a une chanson aussi de Léo Ferré sur les femmes dans la guerre d'Espagne, dans la guerre civile d'Espagne, qui portent des armes dans leurs utérus. Et ça m'a toujours beaucoup travaillé parce que c'est extrêmement choquant, évidemment, d'imaginer que les femmes, font naître des garçons uniquement pour que ces garçons se font charcuter. Du garçon et des filles, parce que maintenant les filles peuvent partir à la guerre. Et il y a des magnifiques chansons, anti-guerre, entre militaires, qui mettent en avant justement la nécessité que les femmes fassent grève contre les hommes. Aujourd'hui, ça a un peu changé parce qu'effectivement, on enrôle beaucoup de femmes dans les armées et malheureusement, les femmes sont aussi stupides que les hommes. Oui, puis il leur arrive des histoires aussi. Il y a des femmes qui ont été prises dans des armées et ailleurs et qui disent que ça se passe pas forcément tout très très bien pour elles. Des fois, il y a une espèce de violence. Bon, alors Françoise Hoffmann, donc cette femme, elle écrit en postface, elle dit « Ces photos m'ont fascinée. Je ne saurais encore dire exactement pourquoi. Loin de l'horreur, les visages béants et les yeux perdus de ces hommes ont suscité un sentiment de tendresse mêlé d'un relent de dégoût face à l'absurdité des guerres. Ces rescapés, ces anonymes, de l'autre côté de la frontière, malgré nous, tous à la même enseigne sur leur fauteuil opératoire. J'ai du mal à imaginer qu'ils aient pu partir en chantant, en fanfaronnant, la fleur au fusil dans ce vent de patriotisme attisé par la haine et le goût du héros inoculé aux populations par les propagandes nationalistes. Si certains l'ont cru, combien ils ont dû déchanter au point d'en perdre leur image et la parole. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question. Voilà, donc cette femme, c'est quand même une femme qui avait ses photos. Oui, je te remercie beaucoup de citer la postface parce qu'elle fait partie intégrante du livre. Et c'est Françoise Hoffmann qui est à l'origine du projet. J'ai fait les textes, j'ai fait les dessins,
j'ai aussi beaucoup travaillé avec Valérie Giroux, avec Pascal Cotin, avec Jean Richard sur la réalisation du livre. Mais à l'origine du projet, c'est quand même elle. C'est deux femmes. Tu oublies Ingrid. Alors Ingrid, si elle avait pas fait les moi photos, je l'ai appelée Ingrid. Je sais pas comment. C'était quand même une femme. Oui, c'était une femme. Donc, une femme qui a voulu laisser des traces de ces horreurs, parce qu'on peut dire quand même que c'est des horreurs. Ces photos, quand tu les vois, je veux dire, quand je les ai vues la première fois, c'est pas beau. C'est pas beau. Comment, d'ailleurs, moi je me demande comment une infirmière arrive à toucher des visages aussi, parce qu'il y a des visages, c'est de la bouillie, il y a plus rien. On se demande même comment ils sont encore en vie. Je sais pas si c'est pas beau. Si c'est pas beau. Ah bah non. mais c'est une question de critères, de beauté. Enfin, c'est magnifique pouvoir aider quelqu'un comme ça qui est dans le. Il faut avoir un sacré courage pour arriver à dépasser sa peur. Bien sûr, mais bon, heureusement qu'il y a. Bien sûr, mais bon, heureusement qu'il y a des gens qui ont ce courage-là. Et après, quand on voit le lent processus de réparation autant que possible, de reconstitution, c'est très gratifiant, c'est très agréable, c'est très tendre, et je trouve ça beaucoup plus beau que ce qu'on nous vend comme beauté actuelle. Donc je suis pas trop d'accord avec dire que c'est pas beau. Pourquoi ces photos, si tu veux, elles sont pas montées au grand public? Parce que ça choque. Non, c'est pas les photos qui choquent, c'est notre position aujourd'hui par rapport à ce genre de photos qui est choquant. Je trouve que c'est plus notre réaction qui est choquante que les photos en elles-mêmes. Donc il faut s'interroger plus sur sa propre position par rapport aux blessures, aux défaillances. Donc ça interroge beaucoup plus sur la question pourquoi est-ce qu'on a en tête toutes ces critères, ces ténors de beauté, de propreté, est-ce qu'on n'est pas beaucoup plus influencé par la propagande et par la publicité qu'on veut l'admettre? Donc il faut peut-être s'éloigner un peu de ça. Et en cela, évidemment, ces photos nous interrogent. Donc là, tu me parlais de Françoise Hoffmann, je t'ai coupé, en te disant qu'il y avait deux femmes, finalement, qui étaient quand même à l'origine du projet. Ouais. Je t'ai coupé. Et peut-être que tu avais tout dit. Non, je voulais juste souligner le fait que ce livre, évidemment, vient en partie de moi, mais pas seulement, que c'est aussi un travail de plusieurs éléments, parce que Valérie Giroux a fait un travail absolument remarquable de rythme entre les dessins, les photos et les textes, qui était vraiment très difficile à faire. Donc elle a agrandi les dessins, elle les a découpés, elle les a utilisés en vignettes pour rythmer tout le récit. Et je trouve que justement les dessins ont un rôle très important dans ce livre. Les dessins adoucissent la soi-disant objectivité brutale des photos. Donc les dessins pour moi offrent un autre chemin d'accès à la réception des photos et des textes, et elle a fait donc un travail absolument extraordinaire pour articuler ces trois éléments. Et ça me permet aussi de souligner le travail de l'édition, parce que le livre, c'est presque bizarre de le dire, mais c'est un beau livre. Enfin, dans sa facture. Et il est extrêmement bien fait. Les photos ont un grain qui est très particulier, qui n'existe pratiquement plus dans les photos numériques. Donc, ça a été reproduit d'une manière absolument extraordinaire. La qualité d'impression est vraiment très, très élevée. Et il faut souligner encore aujourd'hui, dans un contexte économique difficile d'édition, qu'on arrive à faire des livres qui ont cette qualité-là. Il faut quand même remercier l'éditeur et souligner le travail d'édition de ce livre. Alors, elle dit toujours que sa vie durant, son grand-père a tué la mémoire de cette époque. Et aujourd'hui, elle se demande quelle conscience avait ce soldat de 26 ans et cette jeune femme
dont elle ignore le nom de ce qui leur arrivait, de ce qu'ils vivaient. Pourquoi elle, infirmière allemande, et lui, alsacien, français de cœur, ont-ils décidé de faire sortir ces photos de l'hôpital militaire de Dresde? Pacte tacite d'un amour en temps de guerre, propagande militaire sur les progrès de la médecine, témoignage de cette boucherie. On ne sait pas très bien pourquoi elle a fait ces photos, parce que tu dis dans le livre quand même qu'à la fin, elle avait moins envie de les faire, hein, les photos. Alors, elle se pose la question par rapport à l'infirmière, pourquoi l'infirmière a sorti les photos de l'hôpital, mais en ce faisant, elle se pose évidemment aussi la question à elle-même. Pourquoi je les ai fait sortir de son tiroir. Voilà, du secret familial. Et là-dessus, j'attends encore des réponses et des discussions avec elle. Mais je souhaite quand même la remercier de sa confiance, parce qu'elle me les a confiées et j'ai senti quand même le poids de cette responsabilité. C'est pas... Presque 100 ans après le début de cette guerre de 14, dont nous commémorons la fin en 2018. Avec notre nouveau président, sûrement, ou avec celui qui sera là. Donc on rappelle le titre du livre, ça s'appelle Gueule, tout simplement. C'est un récit d'Andreas Becker, B-E-C-K-E-R. Andreas Becker, vous le retrouvez si vous tapez son nom sur n'importe quel moteur de recherche. T'as un site. Ah oui, c'est mon site, andreasbecker.fr. D'accord. Juste un mot pour terminer l'émission. Qu'est-ce que tu pourrais dire, Andreas? À part le fait que ton nouveau livre, mais vraiment on n'a pas beaucoup de temps, s'appelle Âme perdue. Non? Âme. Non. Âme comment? Non. Âme. Mon nouveau livre s'appelle Les Invécus. Les Invécus. Bah oui. Ah oui, j'avais compris les âmes vécues. Non, les Invécus. D'accord. Les Invécus. C'est un roman qui va partir d'un fait divers dont je vais pas parler maintenant, peut-être l'année prochaine. Oui, on se retrouvera. Le livre sera publié. Il s'agit surtout de reconstruire la mémoire, en fait, de mettre des mots sur une nécessaire reconstitution de la mémoire et donc revivre sa propre mémoire un peu en cercle et plonger dans sa propre mémoire pour accepter ce fait divers que je décris dans le livre. C'est toujours des sujets très différents les uns des autres. Je te remercie, Andreas. Merci, c'est Merci moi beaucoup. qui te remercie beaucoup. Merci, Andreas. Quand je sortirai de mon corps, comme un papillon, mieux encore, pour m'envoler vers d'autres ciels.